Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter la deuxième catégorie de tests d'hypothèse, à savoir les tests d'indépendance ou de corrélation. Nous allons voir trois tests, le test d'indépendance du Qui2 et les tests de corrélation de Spearman et de Pearson. La question à laquelle répondent chacun de ces trois tests est la suivante. Lorsqu'on considère deux variables et qu'on se pose la question s'il existe un lien entre les variables et quel est le type de lien, c'est ces tests-là qu'on va pouvoir appliquer. L'hypothèse nulle associée à ces tests est toujours la suivante, c'est il n'y a pas de liaison entre les variables. Et en fonction du test qu'on fait, soit on va préciser qu'il n'y a pas de liaison linéaire entre les variables ou bien pas de liaison monotone. Et l'hypothèse alternative, c'est il y a une liaison entre les variables et éventuellement si on fait un test unilatéral, je reviendrai là-dessus, on parlera de liaison linéaire ou monotone, positive ou négative. Alors commençons par le test d'indépendance du Qui2. Dans quel cadre utilise-t-on ce test? Il est important que vous compreniez que ce test n'est applicable que lorsque vous avez des variables qualitatives. Ici, donc nous sommes dans le cadre où les types de données qu'on observe sont des variables qualitatives, et la question qu'on se pose, c'est existe-t-il une liaison entre les deux variables, donc les deux critères qu'on regarde, par exemple couleur des yeux et couleur des cheveux. Pour savoir s'il y a un lien entre les deux variables, le test à faire est un test d'indépendance du Qui2. Donc le but est de vérifier si deux variables aléatoires x et y, correspondant à deux caractères qualitatifs, sont indépendantes. J'appellerai K et L les différents niveaux des caractères qualitatifs qu'on observe. Les données qu'on a à disposition pour répondre à cette question, c'est toujours un échantillon d'une certaine taille, taille n, réparti en un certain nombre de classes d'effectifs, où chaque classe correspond au nombre d'individus présentant un croisement de deux caractères. Donc par exemple, si on regarde la couleur des yeux et des cheveux, on va faire un tableau dans lequel on va remplir combien il y a de personnes qui ont les yeux marrons avec les cheveux bruns, etc. L'hypothèse nulle est donc, il n'y a pas de lien entre les variables. Autrement dit, les variables sont indépendantes, c'est la même chose. Et l'hypothèse alternative, c'est il y a un lien entre les variables, autrement dit, les variables sont dépendantes. Pour savoir comment conclure en se basant sur les données, il y a deux méthodes, donc on les a déjà vues en cours. La méthode 2 est toujours simplement de regarder la p-valeur et de la comparer au niveau qu'on s'est fixé a priori. Donc celle-ci est vraiment toujours la même. Donc ici, ce que je détaille, c'est plutôt la méthode 1, qui consiste à appliquer une formule sur nos données et à comparer la valeur observée avec une valeur critique. Alors, la formule à appliquer, donc la statistique de test qu'on regarde, c'est ceci. Dans cette formule, vous voyez ici que ce que vous comparez, c'est à chaque fois l'effectif que vous observez. Donc par exemple, ce serait le nombre de bruns aux yeux marrons. Ça, c'est le NIJ, que vous comparez à l'effectif théorique que vous auriez si les deux critères, couleur des yeux, couleur des cheveux, étaient indépendants. Donc, si on avait indépendance, combien aurait-on de personnes brunes avec brunes avec les yeux marrons? Eh bien, on en aurait le nombre de bruns fois le nombre de personnes avec les yeux marrons divisé par le nombre de personnes totales. Donc c'est comme ça que vous obtenez les effectifs théoriques, les EIJ, et puis les NIJ, c'est simplement ce que vous avez dans votre tableau. Donc à chaque fois, ce que vous faites pour chaque classe, pour chaque croisement de critères, vous regardez l'effectif que vous avez, vous le comparez à l'effectif théorique, et vous faites l'écart au carré divisé par l'effectif théorique. On somme sur toutes les classes possibles, et on obtient une certaine valeur, donc le cas observé. Maintenant, réfléchissez. Si H0 était vrai, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de lien entre les variables, donc si les variables étaient indépendantes, normalement, les effectifs qu'on observe devraient être proches des effectifs théoriques que nous aurions dans un cas parfait d'indépendance. Donc ce cas observé devrait être petit si H0 est vrai. Ce qui fait que on va rejeter H0 si justement cette grandeur est trop grande. Alors trop grande, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire plus grand que le seuil critique
K crit qui est donné par le quantile d'ordre 1-alpha de la loi du qui 2 à K-1 fois L-1 degré de liberté, où K c'est le nombre de niveaux possibles pour le premier critère X et L c'est le nombre de niveaux pour le deuxième critère Y. Si la valeur observée K-ops est plus grande que la valeur critique K-crit, vous allez rejeter H0 au seuil alpha. Autrement dit, vous allez conclure qu'il y a un lien entre les variables. Donc voici un exemple numérique où on se pose la question de savoir s'il y a un lien entre le mode d'occupation des sols et leur toxicité. Donc vous voyez ici qu'on a un tableau de contingence avec le nombre, avec l'effectif de sols correspondant aux différents modes d'occupation des sols et à la toxicité. L'hypothèse nulle de ce test serait il n'y a pas de lien entre le mode d'occupation des sols et leur toxicité. L'hypothèse alternative, c'est il y a un lien. Donc la méthode la plus directe serait, si vous avez un logiciel à votre disposition, d'appliquer à ces données un test d'indépendance du qui 2, ce qui vous donnerait une p-valeur. Ici, vous voyez que la p-valeur, elle est plus grande que le seuil de 5% que vous êtes fixé a priori, et donc vous ne rejetez pas H0 au seuil 5%. L'autre méthode pour faire ça à la main, c'est donc d'appliquer la formule sur votre jeu de données et de la comparer au seuil critique. Qu'est-ce que ça donne la formule sur ces données? Je vous ai dit qu'il fallait comparer pour chaque classe, donc pour chaque croisement de critères. Donc ici on a 6 classes, il faut à chaque fois comparer l'effectif que vous avez, donc le premier ici c'est 3. Il faut le comparer avec l'effectif théorique que vous auriez si les deux variables étaient indépendantes. L'effectif théorique, par exemple, pour le nombre de sols correspondant à une toxicité faible et un mode d'occupation des sols agricoles, serait l'effectif total de toxicité faible, donc 3 plus 8 plus 4, fois l'effectif marginal ici, 3 plus 3, divisé par l'effectif total qui est 20. Donc ça fait 6 fois 15 sur 20, qui fait donc 4,5. Donc pour cette première case ici, ce que vous regardez, c'est 3 moins 4,5 au carré sur 4,5. Vous faites ça les 6 fois et vous devez obtenir 2,993. Cette valeur est à comparer au seuil critique, qui est le quantile d'ordre 1-alpha de la loi du qui 2 à K-1 fois L-1 de degré de liberté. Le K ici, c'est 3, donc 3 moins 1, ça fait 2. Et le L, c'est 2, donc K-1 fois L-1, ça vous fait bien 2. Donc il faut aller chercher le quantile d'ordre 0,95 de la loi du qui 2 à 2 degrés de liberté. Alors je vais le faire pour cette fois-ci. Donc il faut prendre comme degré de liberté 2. Nous on veut le quantile d'ordre 95%. Et vous voyez ici que vous tombez sur 5,991. Voilà, donc 2,993 étant plus petit que 5,991, vous ne rejetez pas H0 au seuil 5%. Et donc vous concluez, il n'y a pas de lien entre le mode d'occupation des sols et leur toxicité. N'oubliez pas à chaque fois de faire ces deux étapes. C'est tout d'abord de rédiger proprement la vraie conclusion ici. Donc on ne rejette pas H0 au seuil 5%, mais après surtout de traduire en français ce que ça signifie pour la conclusion à votre problème biologique. En l'occurrence, il n'y a pas de lien entre le mode d'occupation des sols et leur toxicité. Maintenant, voyons les tests de corrélation. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait 2 tests de corrélation. Il y a celui de Pearson et celui de Spearman. On peut toujours utiliser celui de Spearman, c'est jamais une erreur, mais il est plus approprié d'utiliser le test de corrélation de Pearson dans le cas où vous savez que vos deux variables suivent une loi normale. Donc afin de choisir quel test on fait, on va faire un test de normalité de Shapiro-Wilk. Ces tests de corrélation sont applicables lorsque vous avez des données quantitatives. Et donc la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il y a une liaison entre vos deux variables quantitatives? Vous faites un test préliminaire de normalité de Shapiro-Wilk pour chacune des deux variables, et si les deux suivent une loi normale, vous appliquez le meilleur test, le plus approprié, qui est celui de Pearson. Sinon, vous faites celui de Spearman. Donc commençons par le test de corrélation de Pearson.
Le but de ce test est de vérifier si deux variables donc, qui correspondent à un caractère quantitatif et qui suivent une loi normale, on veut savoir si elles ont une liaison linéaire. Liaison linéaire, ça veut dire qu'il y en a une qui peut s'écrire comme A fois l'autre plus B. Dans le cas particulier où le coefficient ici est positif, on parle de liaison linéaire positive. Ce que vous avez à disposition, puisque vous voulez savoir s'il y a un lien entre deux variables, c'est forcément, ce que vous avez, ce sont des couples qui mettent en relation la première variable avec la deuxième. Donc x1 avec y1, x2 avec y2, etc. Et vous aimeriez savoir s'il y a un lien entre la deuxième coordonnée par rapport à la première. Donc on suppose que vous avez déjà vérifié la normalité de la première coordonnée, donc tous les x1, x2 jusqu'à xn, et pareil pour la deuxième. L'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de liaison linéaire entre les variables. L'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une liaison linéaire entre les variables. Donc ça, c'est le cas où vous ne privilégiez aucune hypothèse alternative en particulier. Par contre, si ce que vous privilégiez, c'est qu'il y a une liaison linéaire positive ou négative en fonction, vous faites là ce qu'on appelle un test unilatéral. Je vous invite à revenir sur le cours qu'on a vu ensemble précédemment pour comprendre la différence. Alors, pour répondre à cette question, la statistique qu'on va regarder, c'est ce coefficient de corrélation de l'échantillon, ce R ici, qu'on va ensuite un petit peu renormaliser. Donc vous voyez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça ressemble à justement la définition de la corrélation entre deux variables aléatoires. Ce que vous regardez, en gros, c'est la moyenne de x moins sa moyenne fois y moins sa moyenne, et vous divisez par les écarts types respectifs. Donc vous comparez la covariance entre x et y avec les écarts types. Et ce coefficient de corrélation, on l'a vu ensemble, vous donne une information sur le degré de liaison entre x et y. Donc pour le calculer, vous voyez, il n'y a rien de sorcier, hein, ce sont des notations qu'on a déjà rencontrées. X bar, c'est la moyenne simplement donc, de la première coordonnée, y bar, c'est celle de la deuxième, et puis les xi, les yi, etc., ce sont les données que vous avez. Donc il faut tout d'abord calculer ce coefficient de corrélation, et ensuite vous le normalisez un petit peu, c'est-à-dire que vous regardez ce coefficient fois racine de n-2 sur 1-r carré. Le n étant ici l'effectif, donc la grandeur de... C'est le nombre de couples que vous avez à disposition. Pour savoir si vous rejetez H0 ou pas. Donc toujours pareil, la méthode 2, c'est simplement de regarder si la p-valeur est plus grande ou pas que le alpha que vous êtes fixé. Et pour la méthode 1, ce qu'il faut regarder, c'est si la statistique du test que vous avez observé, donc le t ici, il faut regarder si en valeur absolue, il dépasse le seuil critique donné ici. Ça, c'est si vous faites un test bilatéral. Ou bien dans le cas unilatéral, vous n'avez pas regardé la valeur absolue. Le seuil par rapport auquel il faut comparer cette valeur observée, donc le t critique, c'est dans le cadre d'un test bilatéral, c'est le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 de cette loi ici, et sinon c'est le quantile d'ordre 1 moins alpha. Alors attention, ça vous pouvez, c'est pas grave si vous ne le comprenez pas trop, mais le test est différent en fonction de si vous faites un test unilatéral ou bilatéral. Donc il faut bien préciser, si vous utilisez le logiciel R, quel type de test vous faites, c'est-à-dire il faut préciser votre hypothèse alternative. Donc j'ai mis ici en remarque qu'évidemment, là, ce que je présente là, c'est comme hypothèse alternative, c'est le fait d'avoir une liaison positive, mais on peut tout à fait faire la même chose avec une liaison linéaire négative. Alors, un exemple concret pour vous aider à fixer les idées. On a ici à disposition 9 couples qui comparent la surface foliaire, donc la surface des feuilles de plantes, avec leur hauteur. Et on aimerait savoir s'il y a un lien entre la hauteur et la surface foliaire. Donc vous êtes d'accord qu'on a ici des variables quantitatives. On suppose qu'on a vérifié que celle-ci suit bien la loi normale et celle-ci aussi, donc via un test Shapiro-Wilk. Donc on est dans le cadre où on peut appliquer le test de corrélation de Pearson. L'hypothèse nulle est ici
il n'y a pas de liaison linéaire entre la hauteur et la surface foliaire. Et l'hypothèse alternative, si je fais un test bilatéral, c'est il y a une liaison linéaire entre ces deux variables. La formule à regarder, c'est donc ce coefficient de corrélation ici, où ce qui rentre dans cette formule ici, c'est les xi moins x bar fois yi moins y bar. Donc pour chaque couple, on fait à chaque fois ce calcul, c'est-à-dire on fait xi moins la moyenne de la surface fois yi moins cette moyenne. Donc la moyenne, la surface en centimètres carrés moyenne, c'est 66,8. Et puis la hauteur moyenne, c'est 99,9. Donc vous faites ça comme ça pour les 9 couples. Voilà, donc j'ai mis des petits points. Et au dénominateur, c'est un peu le même calcul, sauf que vous avez des carrés, des racines carrées, etc. Donc faire attention aux parenthèses. Vérifiez que vous arrivez bien à faire par vous-même ce calcul et vous devez tomber sur 0,866. Ensuite, vous normalisez comme indiqué, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par l'effectif moins 2, divisé par 1 moins le coefficient carré, etc., vous obtenez une certaine grandeur. Et vous savez que vous rejetez H0 si vous êtes trop grand, donc plus grand qu'un certain seuil, qui est ici donné par le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 de la loi de Student à n-2 degrés de liberté. Donc n-2, ça veut dire ici 9-2, donc 7 degrés de liberté. Et le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2, si on prend alpha égale 5%, ça fait 1 moins 0,05 sur 2, ça fait 0,975. Donc il faut aller chercher dans la table de la loi de Student ce quantile. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez vérifier que ça donne 2,365. On est donc plus grand que la valeur critique, donc on rejette H0 au seuil 5%. Ce qui veut dire que notre conclusion, donc ça c'est la conclusion mathématique, on rejette H0 au seuil 5%, mais la conclusion en français et biologique, c'est il y a une liaison linéaire entre la hauteur et la surface foliaire des plantes. Et c'est ce qu'on avait déjà vu graphiquement en traçant le nuage de points. La deuxième méthode, je la rappelle ici, si vous avez un logiciel de statistique sous la main, donc par exemple R, vous faites un test de corrélation, donc c'est core.test, et vous obtenez une p-valeur qui est ici plus petite que 0,05, donc vous rejetez H0 au seuil 5%. Bien sûr, à chaque fois, méthode 1 et méthode 2 concluent toujours dans le même sens parce qu'elles sont entièrement liées. Nous allons terminer cette vidéo par le test de corrélation de Spearman, qui s'applique dans le même cas, c'est-à-dire pour répondre à la question est-ce qu'il y a une liaison entre les deux variables quantitatives que nous observons. Dans le cas où au moins une ne suit pas une loi normale, c'est le test de corrélation de Spearman qui est à appliquer. Donc le but est le même que dans le test de corrélation de Pearson, sauf que le test ne va pas pouvoir répondre à la question est-ce qu'il y a une liaison linéaire, mais simplement à la question est-ce qu'il y a une liaison monotone entre les deux variables. Les données sont les mêmes, vous avez n couples, x1, y1, etc. Et ce qu'on va appeler dans la suite RIX, c'est le rang de la valeur xi lorsque vous triez toutes les premières coordonnées x. Et pareil pour les deuxièmes coordonnées y. L'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de liaison monotone. Hypothèse alternative, c'est il y a une liaison monotone. Éventuellement, il y a une liaison monotone positive ou négative si vous faites un test unilatéral. Vous voyez que la statistique de test ressemble à celle qu'on vient de voir. Vous avez un certain coefficient de corrélation qu'ici vous devez normaliser. Sauf que là, le coefficient de corrélation est calculé différemment. Donc ce qu'on va considérer ici, ce sont la différence entre les rangs respectifs. Si il y a une liaison monotone entre les variables, on peut bien imaginer que, par exemple si c'est une liaison monotone positive, on peut bien imaginer que les petites valeurs de x correspondent aux petites valeurs de y, et donc que les rangs vont être similaires. Donc il devrait y avoir peu de différence entre les RIX et les RIY en moyenne. Donc ce qui fait que cette grandeur, celle-ci, devrait plutôt être petite si H0 était vrai, et le coefficient, donc ρ, devrait plutôt être proche de 1. Plus concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on rejette H0 au seuil alpha si la grandeur qu'on regarde, le T-ops, est trop grand. Donc soit on le compare en valeur absolue au quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 comme précédemment, soit au quantile d'ordre 1 moins alpha. Donc là, il n'y a rien qui change par rapport au test de corrélation de Pearson.
Comme tout à l'heure, si vous utilisez le logiciel R, il faudra bien penser à préciser quelle est l'hypothèse alternative que vous utilisez, donc si vous faites un test unilatéral ou pas. Voici un exemple. Donc imaginons qu'on mesure dans un échantillon de 20 sujets le poids des sujets et le taux d'une certaine hormone. On aimerait savoir s'il y a une liaison entre les deux. On a vérifié au préalable que la variable aléatoire poids et la variable aléatoire taux d'hormone, est-ce qu'elle suivait une loi normale? En l'occurrence, on vérifie que la variable taux d'hormone ne suit pas une loi normale, donc on est obligé d'appliquer le test de corrélation de Spearman. Ce qui est tracé ici, c'est le taux d'hormone en fonction du poids, et vous voyez quand même qu'on a l'impression qu'il y a une liaison monotone. C'est-à-dire que plus les personnes sont lourdes, plus le taux d'hormone est élevé chez ces sujets. Donc on va vérifier cette intuition qui est donnée par le graphique avec un test statistique, à savoir le test de corrélation de Spearman. La question est ici, existe-t-il un lien entre le taux de l'hormone étudié et le poids du sujet? Donc comme hypothèse nulle, de manière classique, ça va être il n'y a pas de liaison monotone entre le taux de l'hormone et le poids. Comme hypothèse alternative, puisqu'on suppose, d'après nos connaissances, que s'il y a une liaison monotone, elle sera plutôt positive, on va choisir comme hypothèse alternative, il y a une liaison monotone positive entre ces deux variables. Donc ici, ce qu'on fait pour remplir ce tableau, on a simplement regardé pour chacune des valeurs 60, 60, 62, etc., quel est son ordre dans l'ensemble des valeurs des poids. Donc si on prend la première, 60, on voit que c'est la plus petite, mais qu'il y en a deux qui sont égales à 60. Donc le rang de celle-ci, c'est 1, le rang de celle-ci, c'est 2, mais comme elles sont ex aequo, on va leur donner à toutes les deux le rang 1,5. Ensuite, pour la valeur 62, leur rang c'est 3, 4, 5, donc à toutes les trois, on va donner le rang 4. Donc vous remplissez le tableau de cette manière et de la même façon pour les rangs des valeurs correspondant au taux d'hormone. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est que on voit quand même une tendance générale qui est que si le rang pour le poids est petit, eh bien le rang pour le taux d'hormone a tendance aussi à être petit. Et inversement si c'est grand. Donc ça sous-entend qu'il y a sans doute une liaison monotone positive. Mais on va vérifier plus rigoureusement. Donc ce qu'on regarde, c'est le coefficient de corrélation de Spearman, donc ce ρ ici. La formule nous dit que c'est 1 moins 6 sur 20 fois 20 au carré moins 1. Ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement comparer les rangs et mettre au carré. Donc on fait 1,5 moins 4 au carré, 1,5 moins 1 au carré, 4,4 au carré, etc. On fait ça les 20 fois et on obtient 0,948. Je vous invite à faire le calcul par vous-même pour vous assurer que vous savez le faire. Cette valeur est à comparer. Donc une fois qu'on normalise avec racine de n-2 sur racine de 1 moins 1 au carré, on obtient 12,67. Et ce 12,67 est à comparer au seuil critique qui est donné par le quantile d'ordre 1 moins alpha, puisqu'on fait ici un test unilatéral. Vous voyez ici qu'on avait bien précisé qu'on avait une liaison positive, donc c'est un test unilatéral. On a privilégié une hypothèse alternative. Donc le taux critique, c'est le quantile d'ordre 1 moins alpha, c'est-à-dire 0,95, de la loi de Student à n-2, donc ici 18 degrés de liberté. Vous allez voir sur le tableau que vous obtenez 1,734. Vous êtes plus grand que cette valeur critique, donc vous rejetez H0 au seuil 5%. C'est la conclusion mathématique rigoureuse, mais n'oubliez surtout pas, quand vous rédigez un rapport ou à l'examen ou un exercice, etc., de préciser ensuite la conclusion en français qui vous permet de répondre aux problèmes biologiques. En l'occurrence, si vous rejetez H0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une liaison monotone positive entre le taux d'hormone et le poids. C'est effectivement ce qu'on avait vu à la page précédente. Donc pour la méthode 2, elle est ici malheureusement pas applicable puisque le logiciel R vous donnera comme réponse que R ne peut pas calculer de p-valeur en présence d'ex aequo ici.